Bonjour, moi je suis Maude. Je suis en charge du Career Center pour Neoma Alumni depuis 2 ans maintenant. Et nous avons eu l'idée de cette table ronde aujourd'hui pour la rentrée des tribus autour de l'international, puisque nous avons un grand nombre d'alumni qui souhaitent partir. Et bien souvent, vous vous posez beaucoup de questions sur cette décision. On a avec nous 3 invités de marque que je vais laisser se présenter. Alexis, Nathalie et Pierre, qui ont accepté de venir échanger avec vous ce soir. L'idée, c'est d'avoir une table ronde, donc que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez, en fonction des pays peut-être dans lesquels nos invités se trouvent, en fonction aussi de vos envies, en fonction de vos projets professionnels. Et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Moi, je vais prendre les questions au moment où vous allez, enfin, non, pas au moment où vous allez les poser, mais au fur et à mesure de la discussion. Et puis, n'hésitez pas à rebondir si nécessaire. Je vais laisser dans un premier temps la parole à madame. Donc, Nathalie, c'est à toi. Je t'invite à te présenter et puis à raconter peut-être ton parcours. Bienvenue à tous. Donc, pour ma part, je vais démarrer au début. Donc, j'ai fait le CESEM au début de ma carrière, avec 2 ans en France et 2 ans en Allemagne. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était l'aspect international, l'aspect multiculturel. Et j'ai toujours essayé de mettre ça en avant dans ma carrière et dans ma vie. Et après avoir travaillé 4 ans en Allemagne, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. La façon dont je suis allée aux États-Unis, c'était en suivant quelqu'un que je connaissais. Donc, j'avais un pied-à-terre aux États-Unis, mais je partais sans visa, avec un visa de touriste, donc avec un délai de 3 mois et sans travail. Donc, j'ai pris cette décision parce que j'ai toujours aimé l'aventure. Et comme beaucoup, je suis partie dans l'idée de me faire une expérience pour 2 ans. Et je n'y suis jamais repartie. Donc, ça fait 22 ans que je suis toujours aux États-Unis. Quand je dis les États-Unis, en fait, c'est New York City. Donc, ça fait 22 ans que je suis dans cette ville. Et c'est devenu un vrai choix de vie parce que c'est pas la même chose de partir quand on est dans ses débuts trentaine ou 20 ans que quand on a 22 ans après une famille et plein de choses qui sont passées entre. Donc, c'est devenu un choix de vie parce qu'à partir de ce moment-là, quand vous quittez la France, vous faites des concessions. Ça veut dire que la famille est loin. On crée une famille qui est loin de sa famille. Mais en même temps, on a bien sûr plein d'autres avantages. Et pour moi, New York City, c'était de baigner dans ce melting pot constamment, d'avoir des gens autour de moi qui sont toujours pleins, qui ressourcent de dynamisme, d'énergie qu'on retrouve, que j'ai retrouvé partout dans mes différentes entreprises où j'ai travaillé et qu'on retrouve aussi dans son réseau personnel. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'aventure à New York, pour moi, c'est une aventure qui est professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi une aventure qui est personnelle et qui se pérennise. Parce qu'au niveau personnel, je suis mariée avec un Argentin, donc quelqu'un d'une autre nationalité, et nous élevons 2 enfants dans un cadre totalement multiculturel. Et New York nous a permis de faire ça parce que nous avons trouvé des écoles avec des programmes bilingues, ce qui nous a aussi permis de nous stabiliser dans cette ville et de ne pas forcément revenir vers un des pays, j'appellerais ça un des pays de base, soit l'Argentine, soit les États-Unis, soit la France dans notre cas. Voilà. Et au niveau professionnel, je vais me présenter aussi, je suis devenue en fait directrice de finances et ressources humaines de sociétés en général qui s'occupent du retail,
donc des magasins de détail. Donc, ça fait à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que je suis dans ce genre d'activité dans différentes maisons. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette introduction. On reviendra vers toi après, puisque la première question est une question sur les États-Unis et les conseils pour y aller, pour partir. Alexis, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Avec plaisir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis Monnier. Je suis diplômé Rouen en 2004, je crois, ayant fait des études de droit avant à Paris. J'habite en Suisse depuis 14 ans, c'est ça, bientôt 15 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants qui sont nés ici. Et comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, moi je suis parti pour 2 ans à peu près. C'était un peu ce que je m'étais fixé comme objectif. Et à la différence de Nathalie, je savais pas du tout ce que j'allais chercher là-bas. Je voulais juste, c'est d'abord un choix de cœur. C'est d'abord le fait de partir jeune marié avec ma femme, mais on aurait pu aller à Singapour, à Bordeaux ou en Pologne, ça aurait été la même chose. Le hasard nous a fait atterrir à Genève et finalement, c'est bien tombé. Voilà. J'insiste beaucoup en fait dans ce choix sur le fait que c'est pas une expatriation. Au fur et à mesure des années, c'est devenu une vie. Ça, c'est un point commun avec Nathalie. C'est devenu la norme. Et c'est devenu quelque chose qui est très pérenne. Nos enfants sont nés ici. J'ai travaillé moi dans des environnements différents, non pas comme expatrié, mais en contrat local. Et puis aujourd'hui, j'ai mon entreprise depuis plusieurs années. Donc c'est un choix de vie d'abord local plutôt qu'une expatriation. Et je pense que le mot expatriation a peut-être évolué dans le temps ces dernières années. Ce qui était possible il y a peut-être quelques années d'être expatrié avec des contrats d'expatriation. Je ne dis pas que c'est plus possible, néanmoins, c'est quelque chose qui est plus rare. Et aujourd'hui, le choix de vie local impose parfois de connaître les us et coutumes locales, d'avoir du réseau localement, en tout cas quand on veut rester dans un pays. Donc, accessoirement, moi, j'ai commencé à travailler chez Merrill Lynch et HSBC ici. Voilà, c'était une bonne école. Et puis après, j'étais plus entrepreneur où j'ai créé ma structure de chasseur de tête à Genève et que j'ai géré pendant 5-6 ans. Et depuis 4 ans, je m'occupe d'une société qui fait du coaching, formation, outplacement, assessment, gestion des risques psychosociaux, donc l'accompagnement de l'individu dans sa vie professionnelle, des individus et des groupes. Voilà. Donc l'aspect RH et carrière est quelque chose que je crois connaître, en tout cas localement maintenant depuis quelques années. Et il y a peut-être quelques tips, quelques idées à vous partager quand on veut notamment arriver en Suisse. Voilà qui je suis. Merci beaucoup, Alexis. Pierre, c'est à toi, je te passe la parole. Alors, en Merci sur beaucoup. la particularité que tu es parti et tu es revenu. Je suis revenu et je merci déjà de cette présentation. Je suis ravi parce que je suis dans les locaux les nouveaux locaux de Neoma à Paris. Donc, comme ça, vous le voyez. Je rentre de 2 ans aux Pays-Bas. J'ai été VIE aux Pays-Bas à la Société Générale. Plus jeune, j'ai aussi habité à l'étranger en tant que fils d'expatrié pour le coup. J'ai été 4 ans à Doha. J'ai été 3 ans en Espagne et aussi à l'île Maurice. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'ai terminé Neoma en 2016 après avoir fait une licence de droit et accessoirement, je suis au conseil d'administration de Neoma Alumni. Merci, Pierre. Alors, la première question, on va la poser à Nathalie. C'est Mathis qui se demande, il est actuellement étudiant et il voudrait plus tard s'installer aux États-Unis. Est-ce que tu aurais quelques conseils, Nathalie, pour lui?
Je pense que c'est très important d'essayer de constituer un réseau, d'avoir des contacts avant de partir, de ne pas partir comme ça à la chance. Le plus dur aux États-Unis pour arriver, enfin, pour démarrer, c'est d'avoir un visa de travail. Quand on est étudiant, il y a des visas qui sont plus simples à obtenir. Et dans la configuration actuelle, je pense que c'est plus compliqué parce que les procédures administratives sont plus longues. Donc, il faut essayer d'avoir une idée quand même assez précise avant de partir de ce que l'on peut faire. Donc, pour se renseigner, il y a le réseau de l'école, mais il y a aussi, ça dépend dans quelle branche on veut travailler, mais il y a des chambres de commerce qui sont en général des bons points de départ. Je sais que la chambre de commerce franco-américaine à New York est très active. Donc, c'est un bon point de départ qui peut donner beaucoup de conseils et beaucoup d'adresses ou de personnes à contacter. Voilà. Donc, c'est bien se renseigner sur les différentes procédures de visa que l'on peut avoir et avec laquelle on peut démarrer un contrat. On peut toujours venir aux États-Unis pour 3 mois et essayer de voir ce que ça donne. C'est toujours une possibilité et ça peut être un point de départ. Mais il faut être prêt et avoir la disponibilité, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent pour pouvoir s'offrir 3 mois sans travailler, tout simplement. Merci beaucoup, Nathalie. Une question pour tous les trois. Est-ce que vous avez souscrit à la CFE, la Caisse française à l'étranger? Oui ou non, et pourquoi? Dans mon cas, moi, je n'ai pas souscrit à la Caisse française à l'étranger. Je fais toutes mes démarches administratives sont faites ici aux États-Unis. Et je vois pas tellement ce que ça peut m'apporter aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais répondre aussi à cette question. À partir du moment où on a un choix de vie locale, et il est vrai que les systèmes de cotisation, de retraite, l'imposition, tout ce qui est fiscal et planification un peu de sa vie future, en tout cas financière, est quelque chose, notamment en Suisse, qui est très bien géré. Donc, vous n'avez pas intérêt à le faire en Suisse. Je parle de ce que je connais. Et on a un système de retraite, par exemple, par capitalisation qui est extrêmement transparent, extrêmement clair. Vous savez exactement ce que vous mettez de côté tous les mois pour votre retraite et le système fonctionne. Donc, il n'y a pas de nécessité de le faire, sauf potentiellement, quand vous venez pour une expatriation très précise de 2-3 ans. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de le faire. Mais il se trouve qu'en Suisse, c'est assez rare. Et c'est avant tout un marché local avec des contrats locaux. Et par conséquent, la Caisse des Français de l'étranger a moins d'avantages. Et pour les VIE, c'était proposé par Business France et c'est une unique assurance à prix international en cas des VIE. Donc, la question ne se pose pas. Merci beaucoup. On a Maxime qui nous dit qu'avec son ami, ils ont tous les deux un travail, mais qui voulaient partir travailler et vivre quelque temps en Angleterre. Est-ce que l'un de vous sait à quel point la sortie de l'Europe de l'Angleterre complique les choses? Moi, personnellement, donc je passe le relais, mais peut-être que… Pierre, vas-y, tu allais prendre la parole. Non, je connais une personne qui a été confrontée à cette situation-là. Je sais que c'était quand même assez compliqué et je crois que la personne avait dû trouver alors c'était un logement avant la fin de l'année dernière parce que je crois qu'il y avait des règles qui changeaient au 1er janvier. Je n'en sais pas plus, mais je sais que ça n'a pas été simple. Peut-être que Alexis… Oui, parce que moi, j'ai été confronté un peu par effectivement des connaissances ou des gens que j'ai pu accompagner ici. Quoi qu'il en soit, la période qui arrive avec l'Angleterre est une zone d'incertitude. Donc, a priori, il y a une complexité nouvelle sur ces sujets-là qui ne va pas apporter de sérénité. Ça ne répond pas directement à la question, mais c'est quand même, voilà, ça reste quand même aujourd'hui beaucoup plus compliqué qu'il y a 1 an ou 2
d'aller travailler en Angleterre et disons qu'il y a d'autres pays qui peut-être vous accueilleront plus facilement. Moi, peut-être à la place de la personne qui pose la question, j'irai voir auprès du consulat de France au Royaume-Uni, à Londres, et peut-être aussi dans un deuxième temps, essayer de voir auprès des chambres de commerce franco-britanniques, j'imagine, qui doivent être confrontés à ce genre de situation et qui peuvent y répondre. Merci beaucoup. Pour une personne qui est actuellement en CDI et qui a un projet de mobilité aux USA au sein de l'entreprise, la situation étant actuellement compliquée, l'entreprise lui propose de partir en contrat local plutôt que VIE. Quels seraient vos conseils à me donner? Dois-je quitter mon CDI pour avoir un contrat local? À quoi dois-je faire attention? Nathalie, pour toi, cette question. Mais avoir un contrat local, ça veut dire ne plus… Enfin, tous les avantages qui sont liés à la France, je pense, disparaissent. Donc, il faut faire attention, il faut étudier le contrat local et les conditions dans lesquelles on propose le contrat local de façon assez en détail. Et notamment, je pense à des aspects pratiques comme les vacances. Parce que les vacances en France, il y en a énormément. Les vacances aux États-Unis, il y en a très peu. Donc, ça paraît bête comme ça, mais ce sont des différences qui sont très notables. Après, au niveau administratif, pareil, un contrat local, ça veut dire avoir le droit de rester aux États-Unis. Donc, il faut pouvoir faire un visa. J'imagine que si la société propose ça, ils doivent travailler avec un avocat et qu'ils doivent pouvoir mettre en place une démarche de visa de façon assez simple. Mais il faut s'en assurer. Il faut s'assurer que ce point-là soit résolu ou soit planifié en avance. Et de nouveau, aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, avec le Covid, il y a beaucoup de… Les procédures sont plus longues. Donc, il faut bien planifier avant de ne pas signer comme ça. Non, non. Donc, il faut en discuter avec l'entreprise de façon en détail. Le contrat local, ça veut dire quelle entreprise localement, il faut regarder et il faut discuter avec un avocat de migration. Merci beaucoup, Nathalie. Question pour Alexis. Quelques tips pour des candidatures en Suisse, notamment à Genève, notamment dans le secteur financier. J'ai fait 2 ans d'alternance en audit durant mon master. J'ai été diplômée cette année. Un sujet vaste sur lequel j'ai été pas mal sollicité les 15 dernières années. Il n'y a pas de réponse toute faite. Néanmoins, il y a des indications. Je dirais pour vous, c'est plutôt le meilleur moment. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le fait d'avoir 2 ans en alternance, que vous cherchez votre premier job, en tout cas, vous êtes plutôt en début de carrière, ça va plutôt faciliter l'accès à un premier job en Suisse. Le plus simple dans ce cas-là, c'est d'aller cibler dans un premier temps un copier-coller. Non pas de chercher le job de rêve immédiatement, peut-être, que vous ciblez, mais d'aller regarder à la concurrence, d'aller regarder les Big Four, en l'occurrence, d'aller regarder les Big Five avec Mazars peut-être, et de réseauter de manière très directe avec tous les anciens de Neoma qui sont auditeurs aujourd'hui dans ces Big Four, dans ces Big Five. En fait, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Donc, à vous d'aller sur LinkedIn chercher l'information de ces personnes qui travaillent en Big Four, par exemple, en audit dans ces structures, et d'arriver comme junior et de les solliciter pour leur demander comment ils ont fait, pour leur demander les sujets qui sont traités aujourd'hui et pour avoir un accès potentiellement avec les RH. Mais ce sont les entreprises qui recrutent en Suisse, qu'on appelle des fiduciaires. Donc, c'est des cabinets d'expertise comptable au sens large du terme en Suisse. Et il y a un marché, il y a des possibilités quand on est jeune diplômé et qu'on a un début d'expertise, d'expérience sur un sujet, notamment comme l'audit. Donc, les tips, c'est LinkedIn à fond. Les anciens de Neoma, donnez envie à ces gens-là de vous parler, d'en savoir plus sur vous. Travaillez votre pitch à mort, travaillez ce que vous allez, votre projet de vie en fait. Non pas que vous vouliez juste trouver un job en Suisse, mais pourquoi vous voulez venir en Suisse. Qu'est-ce qui vous attire. Qu'est-ce que moi je peux apporter à la Suisse demain.
Donc, il est vraiment important de travailler ce que vous allez raconter avec conviction pour qu'on se souvienne de vous et tous les anciens de Neoma qui travaillent aujourd'hui, par exemple, en Suisse, il y en a beaucoup, pourront être un bon relais pour vous. Donc ça, c'est ce que je vous suggère de faire dans un premier temps. LinkedIn à fond, un pitch qui tient la route. Prenez votre téléphone, vous les appelez, vous prenez l'information sur ce qui se passe en Suisse romande, à Genève en particulier, sur les 5 cabinets qui recrutent en ce moment. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Alexis. Alors, une question sur les enfants d'expat. L'association Constellation met en place des ateliers de préparation au départ pour les enfants d'expat. Savez-vous si certaines entreprises proposent des prestations de ce type à leurs salariés qui partent en expatriation? Filles d'expat, je sais que c'est un sujet particulièrement important pour les familles qui partent. Pierre? Alexis, je pensais qu'Alexis avait toute la réponse. Hop, je prends ça. Pardon. Alors, en Suisse, c'est pas hyper développé, ces sujets-là, parce que, notamment quand on est français, l'expatriation n'est pas vraiment le mot qui correspond. Enfin, oui, il y a des différences culturelles, mais bon, assez faibles. Et ces prestations-là, aujourd'hui, moi, de ce que j'ai vu ces 15 dernières années, elles n'existent pas beaucoup. Donc, ma réponse est que je ne sais pas, mais je ne crois pas que ça existe beaucoup en Suisse. Nathalie, sur les États-Unis, peut-être? Moi, j'ai pas vraiment d'informations. Je ne connais pas, ce genre de réseau. Et autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui partent. Je connais plus de gens qui partent par choix de vie que des expatriés. Ou en fait, je connais pas ce genre de réseau. J'en ai jamais entendu parler. En général, les enfants que je côtoie ou que mes enfants côtoient et qui viennent de la France, ils n'ont pas vraiment de problème d'adaptation aux États-Unis per se. Non. Merci Nathalie. Pierre, peut-être que tu veux compléter en tant qu'expatrié, enfant d'expatrié, je crois. Enfant d'expatrié, non, parce que effectivement, moi, j'ai jamais eu accès à ce type de service, mais ça pourrait être effectivement peut-être intéressant. Mais j'imagine que c'est pour des pays peut-être un peu lointains, avec une culture extrêmement différente de la nôtre. Mais je n'ai pas forcément d'avis pertinent sur le sujet. Ok, merci beaucoup. Pierre, c'est pour toi. Est-ce que tu as des conseils par rapport à des candidatures au VIE? Oui, absolument. Je pense qu'il y a 3 choix. Si on décide de faire un VIE, il y a 3 raisons. Enfin, il y a 3. D'une part, c'est, je pense, par rapport au pays, par rapport au secteur d'activité et par rapport au poste. Et parfois, je vois des gens qui ont une vision extrêmement fermée en disant j'aimerais avoir tel poste dans tel pays, notamment au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ou alors, au contraire, avoir une vision beaucoup plus large en disant je prends n'importe quel VIE. Je pense qu'il faut vraiment savoir ce que l'on veut. Donc, moi, je voulais absolument aller dans un pays d'Europe du Nord, que ce soit du nord de l'Europe, que ce soit les Pays-Bas ou les pays nordiques, notamment la Suède. Et puis la banque, c'est aussi ce que je voulais. Mais si je n'avais pas eu, ma priorité, c'était la banque. Et puis, si je n'avais pas eu les Pays-Bas ou la Suède, j'aurais postulé ailleurs. Je pense que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble aussi important, c'est que d'une part, toutes les offres sont sur mon VIA, qui est l'ancien CiviWeb et qui regroupe toutes les offres. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à faire des candidatures spontanées parce que toutes les entreprises, notamment les plus petites, ne connaissent pas forcément ce type de contrat. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres questions, la personne qui pose des questions peut évidemment contacter. Pierre, est-ce que tu peux noter dans le fil de la conversation le site que tu viens de citer, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Une question pour Alexis. Régulièrement, lors de la première étape de recrutement pour rejoindre les banques à leur siège à l'étranger, il nous est demandé de renseigner si nous solliciterons plus tard une sponsorisation pour un visa. Répondre oui peut-il jouer en notre défaveur pour un stage de seulement 6 mois au regard du coût que cela peut représenter pour l'entreprise, notamment en Suisse, Genève et Zurich? Alors,
Ouais, je vais répondre. Il y a pas de sponsor en Suisse, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous êtes français, le fait d'être français ou de la zone euro vous autorise assez facilement à travailler en Suisse avec un permis de travail. Donc, il y a pas de système de visa. Ça, c'est pour des pays hors zone euro qui doivent solliciter un visa. Et c'est pas du sponsoring, c'est un visa et c'est un permis de travail qui demande beaucoup de temps pour être approuvé. Mais quand on est français, on peut faire un stage et l'entreprise s'occupe de faire vos papiers, si j'ose dire, c'est-à-dire de solliciter un permis de travail, mais qui ne sera jamais refusé quand on est français et qu'on arrive en Suisse. Donc l'entreprise s'en occupe, elle vous fait un permis de travail, un permis temporaire dans un premier temps, qui après devient un permis un peu plus long terme, mais il ne vous sera jamais refusé. Vous pouvez aussi avoir un permis de frontalier, un permis G, qui est valable 5 ans et puis qui se renouvelle après les 5 ans suivants si vous avez un travail. Hein. La condition pour vivre en Suisse, et vous l'avez compris, c'est d'avoir un job. Sauf si vous êtes au forfait, quand vous êtes très riche, on vous propose de venir habiter en Suisse parce que vous êtes riche. Et ça, c'est un autre sujet. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement celui de venir travailler en Suisse. Et pour travailler en Suisse, vous n'avez pas besoin d'autorisation ni de permis, on vous le donne en fait parce que vous êtes français. Donc, je réponds à cette question. Il n'y a aucun coût pour l'entreprise. Merci beaucoup, Alexis. Pierre, les tips pour aller travailler aux Pays-Bas? Bonne question. Le marché de l'emploi aux Pays-Bas est quand même très dynamique. Il y a un très faible taux de chômage et il y a une grosse demande. Je ne vais pas être très original, mais LinkedIn, ça marche très bien. Le réseau de Neoma Alumni marche très bien. Et puis, vous pouvez aussi contacter de ma part la tribu des Pays-Bas et qui vont peut-être vous donner des informations complémentaires. Mais LinkedIn, c'est vraiment c'est le plus simple. Après, s'il y a des questions plus précises, notamment dans la banque aux Pays-Bas, je peux y répondre aussi par mail, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Pierre. N'hésitez pas, allez-y. Nairobi, connaissez-vous des alumni à Nairobi? Moi, Désolé. non, mais il y a peut-être une page. Je pense qu'il y en a. Ouais, mais il faut regarder sur la page de Neoma Alumni ou via LinkedIn. Ah, on avait une chance. Ah ben voilà, en direct. Magnifique. En direct, on a un alumni qui est à Nairobi. Donc, est-ce que voilà, et qui est tout à fait d'accord pour échanger avec vous, Gaël. Donc, voilà, une rencontre vient de se faire. C'est génial. On n'aurait pas imaginé. Quelles sont les plus grandes différences culturelles au travail que vous avez pu observer? Les Néerlandais sont très, très, très directs. Voilà, très direct. Ce qui fait que, par exemple, moi, avant de travailler aux Pays-Bas, j'étais à l'Assemblée nationale. Donc, c'était un autre type de quotidien. Et une des premières, il y a deux anecdotes. La première, c'est j'étais avec des collègues femmes et j'avais les mains vides. Mes collègues c'était l'heure du déjeuner, avaient fait quelques courses, avaient des sacs. Donc, j'ai ouvert la porte, j'ai tenu la porte et on m'a dit très gentiment: Ah, t'es français, donc, voilà, t'essaies d'être galant, c'est gentil, mais nous, on peut le faire nous-mêmes, on peut tenir la porte nous-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est un rapport aux choses qui est assez relation entre les hommes et les femmes qui est assez différent de ce qui peut exister en France. Et puis aussi, il y a un rapport, voilà, on peut, notamment avec son manager ou avec tout le monde, on peut dire quand on est en désaccord, on peut le dire frontalement, on peut le dire directement. Le fond prime sur la forme. Alexis en Suisse et Nathalie aux États-Unis, peut-être. Moi, je vais dire quelques stéréotypes qui sont très, 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 très vrais. Très vrais. En fait,
les Américains voient les Français et les Français voient les Français qui vivent aux États-Unis voient les Français qui sont en France comme des gros râleurs, des gens qui aiment bien se plaindre. Et je trouve que c'est très, très vrai. Ici aux États-Unis, on est très positif, même si ça va pas très bien ou s'il y a des grosses crises. On essaye toujours de voir les côtés positifs et tout de suite on repart et on perd pas de temps à râler ou à se plaindre. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui compte énormément dans la balance. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français râlent. Mais j'ai aussi travaillé quelques mois en France et j'ai eu plusieurs expériences. Et c'était quelque chose qui, dans mes premières expériences, m'avait beaucoup marqué, que les gens se plaignent énormément. Et donc, arriver ici aux États-Unis, ça n'existe pas, tout simplement. On ne se plaint pas, on ne râle pas. Et donc, ça, c'est une première chose qui change de façon culturelle. Et une autre chose au travail, c'est qui aussi, qu'on entend beaucoup, mais qui est très, très vrai, c'est qu'ici, les diplômes ne sont pas très importants. On vous engage et vous allez gravir les échelons en fonction de votre performance. Donc, chacun peut y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très agréable à voir et à vivre. Voilà. Pour moi, ce sont des grandes différences. Merci Nathalie. Je vais venir compléter rapidement pour la Suisse. La Suisse a 27 cantons et donc 27 cultures différentes. C'est quelque chose d'assez particulier. Quand on est à Genève, il y a assez peu de différences culturelles. Genève, il y a beaucoup de Français, je dois dire, mais il y a une communauté internationale importante. Donc Genève, je caricature, n'est pas la Suisse. Ils n'aimeraient pas que je dise ça, mais c'est un peu la continuité de la France. Dès que vous dépassez Genève et que vous allez dès que vous allez vers Lausanne, Neuchâtel, dès que vous allez vers Berne, vers Bâle, puis après vers Zurich, vers les Grisons, enfin, là, ça n'a rien à voir. Il y a des différences culturelles très importantes. Et ce qui va différencier la Suisse de la France, c'est l'aspect assez formel qu'il peut y avoir en Suisse, cadré, formel, très pragmatique, où on laisse un peu moins de place aux émotions. C'est un pays qui fonctionne terriblement bien, mais qui a moins de le charme latin. Voilà. Mais ça fonctionne. Donc, il y a des bons dans les deux. Mais un Français qui arrive en Suisse, parfois, met un peu de temps à s'adapter parce qu'il arrive avec sa certitude française. Comme disait Nathalie aussi, si j'ose rejoindre, il y a une certitude qu'on a fait des bonnes études, qu'en France, on sait. Et les Suisses vous regardent bizarrement en fait quand vous arrivez avec cette certitude. Donc, il faut être assez vigilant. Et généralement, il y a quelques mois, une année pour se rendre compte que c'est à nous de nous adapter assez simplement à ce pays et à ses habitudes qui sont parfois importantes dès qu'on dépasse Genève. Merci beaucoup à tous. On a quelques conseils de lecture de Philippe. Donc, il nous parle de différences culturelles, mode d'emploi de Claire Michalon. Et Nord perdu de Nancy Houston, voilà, qu'il conseille vivement de lire pour les expats. Une question qui concerne la Thaïlande, donc je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir y répondre. Notre projet concerne la Thaïlande, donc un pays loin de nos références occidentaux, Suisse, USA, etc. Avez-vous des informations sur la nécessité de visa, de permis pour travailler, pour s'installer et des warnings particuliers? Point du tout. Moi non plus. Moi non plus. Alexis, Nathalie, non. Je pense que toujours passer par le consulat pour voir, peut-être le ministère des Affaires étrangères s'il y a des warnings en termes de sécurité, et puis les chambres de commerce, la CCI, Thaïlande. Ok. Merci beaucoup. Une question générale, comment allier vie de famille et distance?
Ouais. Comment allier vie de famille et distance? Je pense que il est important de garder contact. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on s'en va et qu'on va oublier les gens qui sont en France. En plus, aujourd'hui, on a quand même des moyens faciles pour rester et se visionner, donc avec tout ce qui existe avec Internet. De mon expérience à moi, je fais un voyage en France annuel. Tous les ans, nous revenons en France. Ça permet à mes enfants de connaître ma famille et mes origines. Et nous faisons aussi la même chose dans la famille de mon mari. Donc, en fait, on fait 2 voyages dans chaque pays respectif, tant qu'on peut. Bon, là, ça fait 2 ans, c'était un petit peu exceptionnel pour les années Covid. Mais c'est important pour nous pour garder, pour que nos enfants et nous-mêmes, nous gardions un lien avec notre famille. Dans mon cas personnel, ma famille à moi ou mes parents et les parents de mon mari n'ont pas pu venir souvent aux États-Unis, donc c'était plutôt à nous d'aller vers eux. Je pense qu'il faut être conscient que ça crée des distances parce qu'on n'est pas là pour chaque anniversaire. On manque beaucoup de choses, mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Voilà une réponse. Alors moi, j'ai une réponse plus. La Suisse, en fait, c'est facile, évidemment. On est à 3 heures de TGV de Paris pour ceux qui sont parisiens. Enfin voilà, c'est assez facile. Pour moi, c'est un bon compromis parce qu'il y a une forme de nouveauté quand on vit en Suisse quand même, quand on est français, quand on y installe notamment sa famille. Mais ça permet de garder le lien très facilement avec sa famille. Moi, j'ai tous mes frères qui sont à Paris, mes parents, j'y retourne 5-6 fois par an. Et mes enfants connaissent leurs cousins, donc c'est assez facile parce qu'on a fait ce choix de la Suisse. Effectivement, quand on est aux États-Unis ou en Asie, il y a un chemin de crête assez compliqué à trouver probablement. Pierre, une expérience à partager? Aux Pays-Bas, en fait, c'est vrai que c'était plutôt simple. Il y a simplement le fait que lorsque l'on quitte la France, les gens pensent qu'on n'est pas du tout disponible. Donc, c'est vrai que parfois, on aurait peut-être eu envie d'être sollicité pour des événements. Voilà, si on est prévenu quand on est en Suisse, aux Pays-Bas, si on est prévenu un peu en avance, si c'est important, on peut revenir. Et puis aussi, le deuxième point, moi, c'est plutôt quand j'étais plus jeune en tant que fils d'expat, effectivement, avec les cousins, avec les cousines, c'était un peu compliqué, mais on avait la chance, un peu comme la famille de Nathalie, de rentrer régulièrement en France. Je pense que c'est quand même très important parce que aussi, il y a un autre risque, c'est que entre les expatriations, on avait la chance de rentrer en France pendant plusieurs années. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui restent pendant 20 ans, 25 ans dans un même pays. Et pour les enfants, c'est compliqué ensuite de continuer à faire leurs études en France. Je pense que Nathalie pourra répondre à ça, mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué pour les enfants de se dire, bah, voilà, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite comme études? Est-ce qu'ils vont rester dans le pays? Est-ce qu'ils vont aller en France? Est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, au-delà de la question de la famille, la question de l'orientation pour les études, qui n'est peut-être pas forcément toujours très simple. Merci Pierre. Est-ce que Nathalie, Alexis, vous voulez peut-être compléter la partie études, éducation et les questions à se poser justement concernant les enfants? Oui, moi je peux donner mon cas personnel. Donc mes enfants, j'ai 2 enfants qui sont adolescents et j'en ai une qui est pas très loin de finir son lycée. Donc la question exactement se pose, où va-t-elle faire ses études? Alors c'est un vrai casse-tête, mais c'est à la fois la porte ouverte à plein d'opportunités. Parce que dans le cas de ma fille, elle est quasiment bilingue, voire trilingue, elle est trilingue. Donc devant elle, elle a les États-Unis, le Canada, la France et les pays espagnols.
Donc, ça fait beaucoup de choix. Après, c'est à l'enfant aussi c'est l'enfant qui va être le moteur de recherche quelque part. C'est la personnalité de l'enfant qui va dire où est-ce qu'on va s'orienter, si l'enfant est ouvert à des études internationales ou pas. Moi, j'ai 2 enfants, ils sont complètement différents. Il y en a un qui a l'air ouvert à des études internationales, et donc on pense à l'Europe, et l'autre qui absolument, pour le moment, n'a pas du tout envie. Donc, pour moi, c'est une chance. C'est un casse-tête, bien sûr, parce qu'il faut s'éduquer, il faut se renseigner sur comment faire dans chaque pays, et puis surtout où aller. Mais quelle opportunité! Voilà. C'est tout. Enfin, pour moi, ici aux États-Unis et dans mon parcours, c'est chaque année avec la famille, c'est une exploration du système, du vrai système. Comme on n'est pas délocalisé pour 2 ou 3 ans, mais pour toute une vie, et la vie surtout de nos enfants. C'est toute l'exploration du système éducatif sur place et maintenant dans d'autres pays qui prend du temps, mais en même temps, c'est une vraie découverte. C'est une richesse, je trouve. C'est une grande richesse, une grande exploration. Oui, je vais venir acquiescer et confirmer que c'est un champ qui s'ouvre, mais un changement de paradigme aussi. Alors moi qui suis à la base très français, je connaissais les écoles de commerce, mes universités, et le reste, en fait, je n'y avais jamais touché. Je ne savais pas de quoi on parlait. Quand vous êtes en Suisse, on ne sait pas ce que c'est qu'HEC. Hein. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que Polytechnique. C'est le sujet franco-français. Et je pense que ça, Nathalie sera d'accord. Et en Suisse, on va ouvrir ce champ. On va parler de Saint-Gall, on va parler de Polytechnique, le PFL à Zurich, à Lausanne. On va parler des universités à Genève, à Neuchâtel. On va parler d'autres écoles et ça nous ouvre donc un horizon que je trouve assez chouette et une manière de voir les études un peu différemment. Et donc, c'est plutôt une chance. Et puis, ils pourront toujours revenir. Alors, moi, mes enfants sont un peu plus jeunes, mais ces questions-là se poseront dans quelques années. Ils pourront toujours revenir à un modèle, j'allais dire, français et traditionnel s'ils le souhaitent. Mais en tout cas, peut-être qu'ils auront un panel et plus large. Et donc, je trouve ça très, très chouette, en fait. Merci. Il y a Emma qui se demande si vous n'avez pas parfois le mal du pays et l'envie de rentrer. Alors, je vais démarrer. Pour ma part, moi, je suis restée très, très française. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui me manquent en France, je dois dire, parce qu'on a un art de vivre en France quand même qui est assez agréable. Mis à part que les Français ne s'en rendent pas compte parce qu'ils râlent tellement qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais il y a un art de vivre qui est extraordinaire. La France est un très beau pays et on y mange très bien. Donc, ici, aux États-Unis, et encore, moi, mon expérience, c'est New York, c'est Manhattan, c'est presque un autre pays, c'est pas les États-Unis, parce que, comme Alexis le dit, quand il sort de Genève, c'est différent. Ben, nous, quand on sort de Manhattan, c'est complètement différent. Donc, l'art de vivre est très différente, mais en même temps, c'est compensé par d'autres choses. Ce melting pot, c'est quand on parle de la nourriture et qu'on manque la nourriture française, on a tellement d'autres nourritures et de saveurs à explorer ici que il faut toujours prendre les côtés positifs et voir que ça, parce que sinon, si on ne voit pas que ça, ben, on reste en France, puis c'est tout. Moi, il n'y a aucun mal du pays parce que je suis trop près. Voilà. En fait, la Suisse, c'est l'expatriation safe. Hein, c'est vraiment
c'est un cocon. Hein. On parlait de la chance que d'être français, de vivre en France, de l'art de vivre à la française, mais la Suisse, c'est plus petit, c'est plus discret, mais c'est pas mal non plus. Donc, on s'y fait assez bien. Merci. Pierre, tu veux compléter? Aux Pays-Bas, non, c'était compliqué au départ. Au départ, c'était compliqué de se lier d'amitié avec des personnes du pays, parce que c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est quand même très différent. J'ai eu un peu de mal, mais finalement, on est content parce que c'est vrai qu'aussi, peut-être d'aller à l'étranger, c'est quand même des sacrifices, certains, même s'il y a des choses formidables qu'on peut découvrir, qu'on découvre dans le pays dans lequel on est. Et ça a pu être un peu compliqué. Après, je n'avais pas forcément le mal du pays, c'est pas forcément le terme, mais c'était plus le fait de m'adapter, de me dire, en fait, finalement, je pensais que les Néerlandais étaient plus proches des Français que ça. Et en fait, la réalité, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est la même chose avec les Américains, entre les Américains et les Français. Merci Pierre. Il y a Julien qui demande si des alumni sont en Suisse, notamment à Genève. Je suis preneur de contact. Julien, je crois qu'en fait, vous posez vos questions uniquement à nous. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il faut que vous écriviez à tout le monde. Et comme ça, tout le monde vous répondra et les alumni éventuels qui sont en Suisse pourront vous donner directement leurs coordonnées s'ils le souhaitent. Il y a une tribu, il y a des alumni en Suisse. Ouais. Oui, il y a une tribu suisse qui est très, très active d'ailleurs, qui fait beaucoup de choses, que ce soit en termes de soirées ou même en termes d'entraide. La tribu suisse est très active. Il y a Philippe qui nous dit « Ce qui m'insupportait quand j'étais expat, c'était les généralités sur les Français. On le supporte toujours sans vouloir passer pour un râleur. » Merci Julien, oui, du coup, vous êtes dans le bon fil de la conversation, c'est parfait, là, vous allez avoir des réponses. Alors, une question d'Anaïs. Bonjour, quels sont les arguments à mettre en avant dans ces candidatures à l'étranger lorsqu'on a postulé depuis la France et qu'on a besoin d'un visa? Je vais parler de la Suisse, pardon, hein, de ce que je connais, je pense que ça se prête aussi à d'autres pays. Il est important avant de postuler de regarder qui vous connaissez dans l'entreprise. Pas postuler pour postuler. D'abord, vous investiguez pour regarder qui est dans l'entreprise qui vous intéresse, que vous pourriez contacter. Ce que je disais au début, c'est-à-dire de démontrer de l'intérêt et de démontrer de la motivation, de questionner pour que la personne à qui vous parlez puisse devenir votre ambassadeur. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas postuler. Il faut d'abord regarder où vous voulez postuler, faire un état des lieux, un benchmark de qui bosse dans l'entreprise, anciens néoma, copains de copains, de vous les contacter, une personne, 2 personnes par entreprise, de vous faire connaître pour qu'elles puissent vous recommander en interne. Ça, c'est le moyen le plus efficace. C'est juste d'être visible, en fait. Postuler pour postuler à travers un site internet, j'ai des doutes. Donc, mettez-vous en mouvement, en fait, pour vous rendre visible, allez contacter ces gens directement. Et après, ils vous donneront un contact RH, manager, et vous pourrez faire la démarche. Ça, je pense que c'est pas que en Suisse, hein, c'est un peu général, mais en Suisse, ça fonctionne bien comme ça si vous démontrez votre envie, en fait, vraiment de venir en Suisse. Nathalie, peut-être? Mais moi, je suis d'accord avec Alexis. Je pense que la chose la plus importante, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut apporter. Enfin, c'est de montrer voilà, ce qu'on va apporter à l'entreprise plutôt que de dire je veux travailler pour vous. C'est réfléchir au pourquoi, réfléchir à ce qu'on peut apporter. Et c'est la seule façon de pouvoir sortir du lot, c'est d'essayer d'établir des contacts et de prouver pourquoi moi plutôt qu'un autre. Voilà, c'est faux. Je rejoins l'avis d'Alexis. Merci Pierre. Emma se demande si on peut un jour se débarrasser de l'image de français. Pendant combien de temps est-on vu comme un étranger? Alors, moi, ça fait 15 ans que je suis vu comme le français de service. Mais en fait, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Après, tout dépend de savoir comment on le vit. Hein.
Moi, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, j'assume. Et à partir du moment où on montre de la bienveillance et de la tolérance vis-à-vis des autres personnes, des autres cultures, et son adaptabilité à un pays, assumer son côté français, moi, ça me va. Et je suis donc encore vu comme un Français après 15 ans. Et ça ne changera probablement pas. Nathalie? Pour moi, c'est exactement pareil. Alors moi, de toute façon, moi, j'ai gardé un très fort accent français. Donc, dès que j'ouvre la parole, on sait tout de suite d'où je viens. Et j'assume, il n'y a aucun problème. En fait, ça devient un atout quelque part parce que voilà, c'est la française, on nous reconnaît tout de suite. Et il n'y a pas de côté négatif à cela. Tant qu'on est capable de communiquer ses idées proprement, accent ou pas accent. Et pourquoi se faire oublier qu'on est français? Je ne vois pas tellement l'objectif. C'est pas l'objectif. Je pense que le plus important, c'est de se sentir bien là où on est, et voilà, que ce soit auprès de Français ou auprès de personnes issues du pays dans lequel on vit ou de personnes étrangères. Voilà. Il n'y a pas d'être français, c'est pas forcément un bien, c'est pas forcément un mal, tout dépend de ce qu'on en fait. Effectivement, si le but c'est d'être à l'étranger pour uniquement rester entre Français, uniquement aller dans des restaurants français souvent de prix, je ne suis pas certain que ce soit forcément une bonne solution, mais tout dépend de la manière dont en fait, on vit le fait d'être à l'étranger. Après, je comprends que ce soit aussi agréable parfois d'aller dans des restaurants français parce que la nourriture locale n'est pas forcément formidable et qu'à un moment donné, on a envie d'un bon gratin dauphinois et on ne trouve pas forcément toujours les ingrédients. Peut-être pas pour un gratin dauphinois avec des choses un peu plus élaborées, là où on est. On en revient toujours à la nourriture quand on parle d'expatriation Toujours. Et qu'on est français. Et qu'on a fait Neoma, donc c'est plus pour un autre volet. Une dernière question peut-être, il est 18h53. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour obtenir la nationalité de votre pays de résidence? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? Alors, dans mon cas, je peux répondre. Donc, ça fait 22 ans que je suis aux États-Unis. Je ne suis toujours pas américaine. Et je suis en train de démarrer les démarches. Et la raison pour laquelle je vais le faire, c'est pour mes enfants. Parce que je ne sais pas de quoi va être fait l'avenir. Et donc, si jamais, aujourd'hui, bien sûr, j'ai une carte verte, je peux rester dans ce pays comme je veux, aller et venir comme je veux. Par contre, si plus tard, mes enfants s'établissent ici et que moi, j'ai envie de vivre ailleurs et que je perds ma carte verte, je ne pourrai plus revenir aux États-Unis pour plus de 3 mois si l'envie me prend de vouloir m'occuper de peut-être mes petits-enfants. Donc, en fait, et pourquoi j'ai résisté si longtemps, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que j'en voyais pas forcément l'utilité ou la nécessité, mis à part de passer les frontières plus rapidement. C'est tout. Voilà. Mais je vais le faire. Oui, c'est un sujet qui existe aussi beaucoup en Suisse. La plupart des gens qui vivent en Suisse, au bout il faut avoir vécu 10 ans en Suisse pour être éligible à pouvoir demander la nationalité. Beaucoup le demandent. Il y a beaucoup de Français qui deviennent franco-suisses. Après, c'est des questions intimes sur la volonté d'avoir une double nationalité ou pas, d'adhérer à une culture. Voilà, ça c'est très personnel, mais c'est tout à fait faisable. Et en revanche, il faut démontrer vraiment son adaptation au pays, à la Suisse. Il y a des questionnaires assez précis et on vous demande de savoir beaucoup de choses sur la Suisse et c'est pas garanti qu'on la reçoive. Donc, il y a un travail de fond que je trouve assez intéressant. Il y a une démarche en tout cas. C'est pas un acquis. Et la question pour moi ne se posait pas parce que je savais que j'étais aux Pays-Bas pour un temps court. En revanche, si j'avais voulu rester quelques années de plus, la question aurait pu effectivement se poser. Merci Pierre. Alors, écoutez, on va s'arrêter là. Il est 18h56. Donc, merci à tous. On a tenu le timing.
Pour la suite, vous avez demain, mercredi 29 à midi, une intervention sur l'inclusivité XXL, femmes et carrière à l'international. Donc, je vous invite à suivre ce webinaire si vous souhaitez compléter ce qui a été dit ce soir. Et demain, toujours à 20h, travailler au Canada. Travailler au Canada, opportunités et différences de culture. Pareil, n'hésitez pas à vous inscrire sur le webinaire de demain. Je reviens sur les tribus dont on a parlé. Vous trouverez sur le site internet l'ensemble des tribus que l'on a au sein de Neoma Alumni. Il y en a énormément. A priori, vous trouverez votre bonheur. Par contre, peut-être quelque chose que nous aurions dû dire, ne leur demandez pas du travail. Ce ne sont pas forcément des recruteurs, ce sont des personnes qui sont là pour éventuellement vous aider dans vos démarches intellectuelles, de recherche, de questionnement, mais en aucun cas, ils ne sont là pour vous trouver un emploi. Je remercie beaucoup Marion qui se cache derrière Neoma Alumni et qui a géré toute cette semaine avec grand brio. On n'est que mardi, hein, donc j'anticipe sur la fin de sa semaine qui, j'en suis sûre, sera gérée avec brio. Et merci Marion. Merci Alexis, Nathalie, Pierre pour votre disponibilité, pour vos réponses. J'espère que vous avez trouvé dans ce webinaire, en tout cas, les réponses aux questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Si vous avez des besoins de compléments, Pierre a donné son adresse. Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn ou via mon intermédiaire, donc via l'intermédiaire du Career Center. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation de rentrée des tribus et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Maud. Merci à tous.